10.5 sur le www.sigalfmchampagne.org et nous retrouvons en direct Monsieur Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Oui, Pierre, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tu entends là? C'est bon? Ah oui, là c'est bon. D'accord. Donc on va retrouver Pierre Jovanovic en direct, grand reporter, journaliste, journaliste économique, éditorialiste, auteur d'essais historiques, théologiques, financiers, politiques et j'en passe hein. Spécialiste aussi de l'informatique, d'Internet, mais surtout grand reporter et qui va nous parler de l'actualité et des projets, parce qu'en même temps, on sait que Pierre Jovanovic est un grand journaliste, grand reporter visionnaire. Et on va faire référence aussi à un ouvrage que tu as écrit il y a quelque temps qui s'appelle Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Mais on va faire référence aussi à la situation de crise que l'on connaît actuellement, effectivement, entre la Russie et l'Ukraine et ce problème de planche à billets. Donc, bonjour et bienvenue, Pierre. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, la première petite question, effectivement, Pierre, c'est de nous parler de cette actualité et de ces inquiétudes financières, parce que toi qui es spécialiste aussi dans ces ouvrages de finances, comment se présente déjà la situation actuelle avec la crise? Après la crise sanitaire, il y a cette crise au niveau mondial. Comment se présente cette crise financière? Et puis aussi, en tant que visionnaire, comment tu projettes cette crise financière? Vous savez, Jamie, vous m'avez invité à plusieurs reprises, là, depuis quand même... depuis de nombreuses années, oui. Depuis de très nombreuses années, oui, en effet. J'ai eu l'occasion d'expliquer à vos auditeurs et auditrices les tenants et les aboutissants, si vous voulez, des flux financiers. Et je vous ai toujours expliqué que quand un État utilise la planche à billets à fond la caisse, c'est-à-dire que sans aucune contrepartie, d'accord, sans aucune contrepartie, toute utilisation de planche à billets entraîne une dictature qui elle-même entraîne la guerre. Voilà. Je voulais expliquer maintes fois. Alors je vais vous redonner trois exemples simples, hein, que tout le monde connaît, plus ou moins, mais pas sous cet angle-là. Hein. Alors, par exemple, la Révolution française. Après la Révolution française, les caisses étaient vides. Les révolutionnaires, parce que les caisses étaient vides, donc ils ont commencé à imprimer des billets de banque. D'accord? Oui. Pour donner une garantie à ces billets de banque, la seule chose qu'ils avaient trouvée, c'était de saisir tous les biens immobiliers, meubles et immeubles, du Vatican, du pape. D'accord? Donc toute cette valeur, si vous voulez, c'était des centaines des dizaines de milliards de l'époque, hein, donc qui était venu donner une solidité à la monnaie, aux billets de banque des révolutionnaires. Sauf qu'au bout d'un an et demi, il n'y avait plus d'argent à nouveau dans la caisse, et là, pour le coup, il n'y avait plus rien à voler. On ne pouvait plus rien saisir au Vatican une nouvelle fois. Donc, qu'ont fait les révolutionnaires? Ils ont continué à imprimer, sauf que les paysans, eux, ils ont vu que la valeur, si vous voulez, de ce billet de banque, les assignats fallait de moins en moins. Donc, les agriculteurs, eux, exigeaient d'être payés en pièces d'or et en pièces d'argent, comme avant. Oui. Ce qui fait que les révolutionnaires n'ont pas trop accepté, et donc tous ces gens ont fini à la guillotine. Je vous rappelle que la moitié des gens qui ont été guillotinés pendant les 3-4 années de la terreur, en fait, c'était très souvent des agriculteurs et des commerçants. Hein. À un moment donné, si vous voulez, plus personne n'a accepté les assignats, les révolutionnaires. Donc ceux-ci ont supprimé l'assignat et ils ont inventé un nouveau billet de banque qui s'appelait le dépôt national ou la garantie nationale, hein, je vous donne ça de tête, hein, qui lui a duré à peu près un an, hein, parce que personne n'en voulait. Tant et si bien, si vous voulez, que dans certaines régions de France, les Français, en fait, pour remplacer le billet de banque qui ne valait rien, ont utilisé des boutons de vareuse militaire. Hein, donc c'était les boutons qui faisaient office de monnaie. Hein, voilà.
à un moment donné, la situation était tellement catastrophique, si vous voulez, que Bonaparte a pris le pouvoir. Et il a dit, de mon vivant, il n'y aura plus jamais de billets de banque en papier. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voler l'argent des Italiens, il est allé voler l'argent des Espagnols, des Prussiens, etc. Et c'est avec ça qu'il a rempli les coffres de la France. Je vous rappelle. Donc qu'est-ce que vous avez eu là? Vous avez eu d'un côté planche à billets, d'accord? Ensuite, dictature, la terreur, hein, je vous le fais simple, et guerre. Je vous en donne un autre exemple. Ça, c'est le premier exemple. Il y a le deuxième donne exemple à travers ton ouvrage aussi. Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, oui. Le deuxième exemple, si vous voulez, c'est le livre que j'ai écrit sur Weimar, hein, puisque donc en 1918-19, hein, donc après la fin de la Première Guerre mondiale, les caisses de l'Allemagne étaient vides, donc qu'a fait la Banque centrale allemande? Il a imprimé de la planche à billets. Tant et si bien, si vous voulez, qu'à un moment donné, donc dans les années 1925, 26, etc., l'argent ne valait plus rien. C'est là où vous avez la fameuse image que vous avez dans les livres historiques, notamment, hein, c'est la brouette remplie de billets de banque pour acheter juste une mie de pain. Hein, voilà. Et tant et si bien, si vous voulez, que ça a amené Hitler au pouvoir, qui a imposé une dictature et qui, ensuite, a imposé la guerre. Pourquoi? Parce qu'il est allé, la première chose qu'il a faite quand il est allé en Pologne, en Tchécoslovaquie, en France, etc., le premier endroit où les troupes allemandes ont foncé, c'était à la Banque centrale. Je vous rappelle, quand les Allemands sont arrivés à Paris, ils ont foncé directement place des Victoires, hein, à la Banque de France pour saisir les lingots d'or. Heureusement, ça a été déménagé dans nos dom-toms. Voilà. Donc là aussi, vous avez quoi? Vous avez l'utilisation de la planche à billets à fond la caisse, de dictature, guerre. Et je vous donne le dernier exemple, je peux vous en donner d'autres. Hein. Vous avez par exemple la Yougoslavie, M. Milosevic, qui lui était banquier en plus de profession, hein, il a fait fonctionner la planche à billets à fond, hein, évidemment. Ce qui à un moment donné, si vous voulez, a créé une crise absolument terrifiante, si vous voulez, parmi la population. Donc, il y avait déjà un semblant de dictature, c'est-à-dire que dès que vous n'étiez pas d'accord, ils vous jetaient en prison. Et in fine, ça s'est terminé par la guerre que vous connaissez, la guerre du Kosovo, la guerre contre la Croatie, et ainsi de suite. Voilà. C'est trois exemples typiques, si vous voulez, d'utilisation de planche à billets, dictature, guerre. Et qu'est-ce que vous avez eu là maintenant, hein? Ça, on l'a vécu tous. Ça fait la Banque Centrale Européenne utilise la planche à billets depuis 2015 comme des dingues. Aujourd'hui, ils ont quasiment 9 trilliards sur leur bilan. 9 trilliards, ça fait 9 000 milliards. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu dictature, hein, dictature sanitaire, hein, voilà, avec tous les effets secondaires qui commencent maintenant à remonter gravement, avec des très jeunes qui meurent. Hein, vous avez des gamins de 8 ans, 9 ans qui sont vaccinés, qui courent un peu trop vite dans la cour de l'école et qui tomberaient dedans. Vous avez, la semaine dernière, c'était à Miami, lors du tournoi de tennis. Hein, vous avez tous les joueurs qui étaient vaccinés. Même pas la moitié a pu terminer le tournoi. Tous les autres ont abandonné en cours de route. Vous avez la même chose dans les courses de vélo. Hein, vous avez 50 mecs qui partent, il n'y en a que 8 qui finissent. Vous voyez, parce que le vaccin a des effets dévastateurs. Donc ça, c'était la dictature sanitaire, une dictature quand même. Et maintenant, vous avez la guerre. Voilà. C'est tout. Alors, je vais peut-être laisser la parole à notre ami de la rédaction, Pascal Husson, qui va peut-être poser une question après avoir expliqué effectivement les exemples que tu as cités, puis nous viendrons à l'actualité entre la Russie et l'Ukraine, parce que là aussi, comment Poutine a pris le pouvoir. La guerre, c'est l'Ukraine. La guerre, c'est l'Ukraine. Les Américains l'ont provoqué, cette guerre. Quelque part, les Américains ont 30 trilliards de dettes. 30 trilliards de dettes qu'ils ne rembourseront jamais. Hein, ils ont un endettement de 130%. La France est à 100%. Donc, ils font une guerre, si vous voulez, pour justifier l'inflation, hein, l'hyperinflation. C'est tellement pratique. Je vous rappelle que Poutine, je
je défends ni l'un ni l'autre, hein, c'est pas mon propos. Mais je rappelle que Poutine, à plusieurs reprises, depuis 2013, je dis bien 2013, 2014, 2015, 2018, dans des conférences internationales, il avait toujours dit que si l'Ukraine devient membre de l'OTAN, c'est la guerre. Donc là, les Américains ont provoqué la chose. Pascal, peut-être Pour obtenir la guerre, pour cacher l'effet de l'hyperinflation qui avait commencé déjà l'année dernière. Vous le savez très bien, parce qu'on en a parlé. Oui. Moi, j'en parle sur ma revue de presse sur quotidien.com. J'en parle depuis 8 mois maintenant. Donc c'était déjà. C'est tellement facile, si vous voulez, de dire maintenant l'hyperinflation, c'est à cause de Poutine. N'empêche que, je vous le rappelle, l'année dernière, 2021, l'inflation en France a été de 15%. Hein, je pense que tout le monde l'a vu en faisant ses courses. Hein, mais l'INSEE, à la botte du gouvernement de M. Macron, de ce gouvernement de menteurs, a déclaré que l'inflation en 2021 a été de 2,3%. Quelle différence? Oui, ça fait une sacrée différence. Oui, ça fait 13%, hein, grosso modo, j'arrondis, ça fait 13% de différence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'épargne des Français est en taux négatif à moins 13. Ça veut dire qu'ils perdent 13% sur leur épargne, chaque année. C'est énorme. Pascal Husson, actuellement, je vois comme la caisse d'épargne qui sont passés de 0,5 à 1%. Alors, et tout ça, ils perdent beaucoup plus d'argent, effectivement. Et donc, les gens s'en rendent compte eux-mêmes, parce que c'est 13%, c'est 13% sur l'inflation qu'on a sur le pouvoir d'achat qu'on a. Bercy, attendez, parce que je vous entends très mal, vous. Bercy a décidé, juste avant les élections, si vous voulez, de remonter le taux de 0,5 à 1%. C'est vraiment du foutage de gueule. Complètement. Parce que cette année, l'inflation, elle va être de 20%, si ce n'est de 30%. Je vous rappelle que là, par exemple, ce lundi, Aldi, en Allemagne, a augmenté ses tarifs de 30 à 50% sur l'équivalent de 250 produits. Vous avez tous les détails sur quotidien.com, dans ma revue de presse. 30 à 50%, j'ai dit. J'ai pas dit 3%, hein. J'ai dit 30. On a bien compris et on s'en rend compte nous-mêmes, je dirais, quand on fait nos courses. Hein. Voilà. Mais bien entendu, si vous voulez, les médias, si vous voulez, à la botte du gouvernement, expliquent aux Français, si vous voulez, que c'est la faute de Poutine. Mais bien sûr. Mais évidemment. Mais c'est surtout pas de la faute de la Banque Centrale Européenne qui imprime de la fausse monnaie depuis 2015, sans interruption. Ce sont des malades mentaux. Et c'est vrai que la crise, là, aujourd'hui, avec la crise du Covid, a aidé les entreprises parce que beaucoup ont eu du mal. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas résisté. Donc aujourd'hui, le Covid n'a pas aidé les entreprises. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une seule catégorie qui a été aidée. Je ne parle pas des aides au restaurant, tout ça. Non. Il y a une seule catégorie qui a bénéficié de ces 2 années de pourri, c'est les banques. Parce que les gens ne sont pas sortis, ils n'ont pas dépensé, donc ça a remonté, si vous voulez, les réserves fractionnelles des banques. Les banques et peut-être les laboratoires également, Pierre. Oui, bien sûr. Mais le but, si vous voulez, le but, ne l'oubliez pas, si vous voulez. C'était, n'oubliez pas, avant le Covid, c'est-à-dire en été 2019, je vous rappelle que les appels au secours de Wall Street étaient innombrables. La Fed n'a pas arrêté, si vous voulez, de balancer des centaines de milliards pour aider les gens, afin que Wall Street n'explose pas. C'était la procédure de ce qu'on appelle des repos. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, on va partir dans des trucs compliqués. Mais nous, en tout cas, nous, les spécialistes, on l'a vu pendant l'été. En fait, ça a commencé au mois de mai 2019 et ça s'est aggravé au mois d'août 2019. Ça a continué en septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Et le Covid, à un moment donné, si vous voulez, je vous dis, ça a arrangé les affaires. Qui s'est enrichi dans cette opération avec le Covid? Uniquement Amazon. Et je vous rappelle que les sociétés américaines ont racheté tout ce qui est livraison de repas en France et ils les ont rachetés un an avant. Je pense notamment à Loresto. Vous voyez? Et cette opération a été faite dans toute l'Europe. Oui, ça j'avais vu ça et effectivement je me demandais, et en fait tous les fonds américains ont racheté beaucoup
Bien sûr. Et ça c'était déjà un signe que personne n'a vu. C'était une opération, si vous voulez, préparée. Je pense que vous avez parlé d'un livre, je pense que Gianni a parlé d'un livre qui s'appelle Covid-19, enquête sur un virus, de Philippe Mar, hein, on en a parlé. Oui, on a vu. Dans ce livre, Philippe montrait, si vous voulez, à quel point tout avait été préparé de longue date, hein, je précise. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez dans l'actualité? Vous voyez qu'en fait, ces imbéciles au gouvernement n'ont même pas été foutus, si vous voulez, de mettre en fait, ils ont confié la gestion du Covid en France à McKinsey. Pourquoi? Parce que McKinsey a géré ça en Allemagne, ils ont géré ça en Italie, ils ont géré ça en Espagne. C'était un plan qui était prévu de longue date. Que McKinsey allait piloter l'opération. Tout à fait, c'est ce que je disais, Pierre Giovanoli. Je vous entends très très mal. Hein. Oui, je sais, parce que je suis très très loin du téléphone. Moi, je disais, effectivement, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous expliquais qu'à un moment donné, j'avais reçu ma deuxième dose de l'injection du vaccin contre le Covid-19 en Moderna et que j'avais eu une réaction très très grave, que j'étais descendu à 75 de SAT au niveau de l'oxygène et à 150 de pulsation cardiaque et que j'avais frôlé la mort quand même, que je me suis retrouvé sous oxygène hospitalisé au CHU de Reims. Et dernièrement, je vais encore vous donner une anecdote. J'étais à la polyclinique Reims-Bozanne pour la visite de certification de la clinique qui s'était très bien passée. Et à un moment donné, j'ai pris une dame de la haute autorité de santé entre quatre yeux dans un bureau et je lui ai dit en face, osez me dire, madame, que la crise sanitaire, que tout ce qu'on a vécu, c'était quelque chose qui n'était pas attendu, qui était, que ça vous est tombé sur le coin de la figure comme ça, et je ne vous croirais pas. Parce que je lui ai dit, pour moi, tout a été inventé, tout a été calculé, tout a été prévu à l'avance. Je lui ai regardé, je l'ai regardé dans le blanc des yeux, et je lui ai dit ça. Le virus, lui, existe bien. C'est ça qui est c'est ça le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train moi, je vois, si vous voulez, des gamines de 18 ans, 19 ans, 20 ans qui ont été vaccinées et qui ont des problèmes avec leurs règles, qui n'ont plus leurs règles, ou alors qui ont des complications à l'utérus. Et bien entendu, si vous voulez, ça touche l'appareil reproducteur féminin. Et je crois même que justement, c'est un des paragraphes que Philippe Aymar avait écrit dans son livre à propos de Bill Gates, parce que c'est Bill Gates qui avait expliqué ça il y a 13 ans. Effectivement, oui. Effectivement. Et maintenant, c'est trop tard, si vous voulez. Les gens là, maintenant, la machine, elle est en route, c'est trop tard. Il ne faut plus rien faire. Il ne faut plus rien faire. Il faut trouver les solutions pour soigner les gens. Et après, on va voir comment ça va se passer. Mais sur le plan financier, c'est clair que c'est une catastrophe, là. Alors Pierre, en tant que visionnaire, comment tu prévois justement les mois et les années à venir? Alors c'est vrai qu'on est en période électorale, on entend beaucoup de choses, mais comment l'avenir proche, comment le voit-on? On le voit pas en rose. Écoutez, vous voyez bien que... Oui. Vous voyez bien que là, déjà, on constate déjà, ouais. Voilà, je vous ai dit utilisation de fausses monnaies. Je me souviens d'avoir écrit ces lignes dans Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Toute utilisation de billets de banque qui n'est pas, qui ne repose pas sur l'or ou l'argent métal, ou quelque chose même des céréales ou des petits pois, peu importe. Hein. Je pense que c'est quelque chose de solide dont les gens ont besoin. Concret. Voilà. Si la monnaie ne repose sur rien, eh bien, c'est ça qui entraîne la compensation. C'est-à-dire, elle va être compensée par le marbre des tombes. Voilà. C'est ce qui s'est passé en 1914, je vous le rappelle. Hein, en 1914, en août 1914, l'état-major français avait calculé que pour payer, en fonction des réserves de pièces d'or, de lingots d'or de la Banque de France, la guerre contre l'Allemagne ne pourrait pas durer plus de 3 mois. D'accord? Donc, au mois d'août, ils ont décidé, avec la Banque de France, de supprimer la conversion à vue des billets de banque en pièces d'or ou en lingots d'or. Hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait avant. Hein, avant août 1914, vous alliez à la Banque de France, vous donniez
donniez vos billets et ils vous donnaient des pièces d'or à la place. Voilà. C'était, comment dire, le billet de banque, ne l'oubliez pas. C'était juste pour vous éviter de vous balader avec 1 kilo de pièces d'or et d'argent dans vos poches. Hein, c'était pas vraiment pratique. Hein, ouais, voilà. Et bien, figurez-vous que les Allemands, voyant que les Français sont passés en mode planche à billets, ils se sont dit, mais nous, si on continue, si nous, on paye nos officiers, nos soldats avec des pièces d'or ou des pièces d'argent, on ne pourra pas faire la guerre plus de 3 semaines ou 3 mois, peu importe. Et donc, eux aussi sont passés en mode planche à billets. Et c'est pour ça que vous avez eu la Première Guerre mondiale, qui a duré 4 ans. La planche à billets a été une boucherie humaine. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Toute utilisation de fausses monnaies entraîne une boucherie humaine. Ce que l'on constate aujourd'hui. Qu'on constate aujourd'hui. Et attention, les Russes, si vous voulez, font la guerre. Mais cette guerre, elle va s'étendre. Vous le savez très bien. La France leur fournit des lance-missiles anti-chars. Les Anglais leur fournissent des lance-missiles anti-chars et anti-aériens. Les Américains leur fournissent des milliards, pour des milliards d'armements. Les Tchèques, les Suédois, les Espagnols, toute l'Europe leur fournit quasiment de l'armement. Vous pensez vraiment que ça va s'arrêter du jour au lendemain? Non. Non. Et le fait, si vous voulez, d'avoir insulté Poutine, je parle de Joe Biden, qui lui-même ne sait même plus comment il s'appelle la moitié de la journée, il a insulté Poutine à plusieurs reprises. Donc maintenant, si vous voulez, Poutine n'a plus de porte de sortie, donc il est condamné, si vous voulez, à continuer à faire la guerre. C'est tout. Donc c'est très pessimiste. C'est pas très pessimiste, c'est la réalité. Oui, la réalité de constat à aujourd'hui et de l'avenir. Quand on avait fait l'émission sur mon livre, sur la vengeance de la planche à billets, c'était quoi, il y a 4 ans, 5 ans, je me souviens très bien de vous en avoir parlé. Oui. Fausse monnaie, dictature, guerre. Voilà, en fait, c'est exactement ce qu'on a eu. Et puis là, ça ne va pas être de la tarte, hein. Je vous l'assure. Parce que peu que les Russes s'énervent, puisque les Tchèques, les Tchécoslovaques, figurez-vous, ont décidé de leur donner finalement leur char. Donc là, on vient de franchir un cap, là. Ça date d'aujourd'hui. Là, c'est tout récent. Ce lien Russie, Chine, Inde, c'est très inquiétant. Ah non, c'est pas très inquiétant, si vous voulez. Les Chinois comme les Indiens, si vous voulez, sont parfaitement conscients, si vous voulez, de l'arnaque et surtout vous savez, les États-Unis sont devenus un État impérial. Ils sont devenus, c'est devenu un État criminel pour moi, les États-Unis. Moi, je vous rappelle qu'ils ont fait la même chose contre la Yougoslavie il y a à peu près une vingtaine d'années. Personne ne s'est offusqué qu'ils aient bombardé la Yougoslavie. Or, les Russes ont été provoqués en Ukraine, là pour le coup, mais le monde entier se révolte contre eux. Vous voyez à quel point les Américains contrôlent les médias. Et ils sont très forts pour ça. Les Russes ont déjà perdu la bataille des médias, ça c'est clair. Alors justement, dans cette guerre, il y a la guerre des médias et dominée par les USA. Totalement. Maîtrisé même. Dominé et maîtrisé, comme dit effectivement Pascal. Ouais. Oui, là c'est vraiment énorme. Parce qu'au-dessus de nous... N'oubliez pas que les Américains ont déclenché cette guerre pour protéger leurs intérêts. N'oubliez pas que le fils de Joe Biden était quand même président de plusieurs sociétés en Ukraine. Donc, Joe Biden avait lui-même des intérêts personnels dans des entreprises en Ukraine. Ça leur rapportait des centaines de millions de dollars par an. Devinez quel pays au monde est celui qui a le plus contribué à la fondation Clinton. C'est ni la Chine, ni la France, ni l'Angleterre, c'est l'Ukraine. Expliquez-moi comment un pays aussi corrompu que l'Ukraine a financé
financer la fondation Clinton avec autant de centaines de millions. Surprenant. Hein, voilà. Non, c'est pas surprenant. N'oubliez pas, il y a 4-5 familles, les 5 familles les plus puissantes aux États-Unis et au Canada, qui ont leur double, qui possèdent à peu près 20% de ce qui se fait en Ukraine. Ceci vous explique pourquoi l'Ukraine est le premier pays à financer la fondation Clinton. Une des dernières questions peut-être, Pierre, justement, c'est cette guerre aussi des médias, l'attaque, les hackers de partout, on est sans arrêt attaqué sur les réseaux, sur les supports de médias. Donc, comment peut-on y mettre une barrière, un frein? C'est pas possible. Les satellites au-dessus de nous permettent effectivement de tout contrôler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, tous les satellites, vous savez, au quotidien de Paris, je m'occupais avec Henri Tricot des lancements de la fusée Ariane. Donc j'ai eu l'occasion d'aller à Kourou et j'ai rencontré là-bas, si vous voulez, des spécialistes des interprétations de photos satellites. Parce que c'est quelque chose, c'est un domaine, si vous voulez, qui est très spécial. Hein. C'est un peu comme les oreilles d'or de la Marine nationale, vous voyez, c'est apprendre à interpréter une photo satellite, c'est un peu comme commenter un tableau d'art moderne, vous voyez, c'est un métier, quoi, c'est vraiment très spécialisé. Et aujourd'hui, si vous voulez, tous les satellites, la majorité des satellites qui sont en l'air, appartiennent soit aux États-Unis, soit aux Européens, il y en a très peu en fait pour les Russes ou d'autres pays, ou les Chinois. Et toujours est-il, si vous voulez, la technologie la plus sophistiquée elle est américaine ou européenne, et les Européens comme les Américains fournissent toutes les données aux Ukrainiens aujourd'hui. Ceci vous explique pourquoi les Russes ont perdu autant de chars. Ça a été un véritable massacre, hein. Ça a été un massacre de jeux vidéo. Vous comprenez mieux? Peut-être où il y a peut-être quand même une meilleure coopération, c'est au sein de la station spatiale, où il y a effectivement les Américains, les Russes. Oui, peut-être c'est le seul endroit où ils s'entendent bien, quoi. Ils n'ont pas tellement le choix non plus. Nous arrivons au terme de l'émission, mais il y a encore énormément de choses à dire, parce que quand Pierre s'exprime, puis on peut retrouver ta chronique, hein, peut-être rappeler, où on peut retrouver, écouter cette chronique, c'est très important. Justement, j'invite vos auditeurs à aller sur quotidien.com. Hein, quotidien.com, c'est un tremplin qui vous met directement sur la revue de presse. Parce qu'en fait, il y a 2 officiers de la DGSE qui étaient avec vous savez, les nazis de Azov. Hein, vous savez, c'est le bataillon, c'est l'armée de nazis ukrainiens. Ouais. Oui, qui s'est retrouvé coincé à Mariupol, qui était encerclé par les Russes. Et c'est pour ça que Macron, le 28 ou le 29 mars dernier, a demandé une évacuation de toute urgence humanitaire avec l'aide des Turcs. Alors bon, déjà, moi, le fait qu'il demande l'aide des Turcs, déjà, ça me paraît pas, c'est pas normal, sachant, si vous voulez, la haine que vous, Macron, à Erdogan, vous voyez, parce que Erdogan l'a traité de petit merdeux, et de petit nerveux aussi, donc il le déteste. Macron déteste Erdogan, ne peut pas le voir en peinture. Donc le fait déjà qu'il demande l'aide d'Erdogan, déjà c'est pas normal. Hein, voilà. Et en fait, j'ai eu la confirmation, si vous voulez, par mes sources, enfin bon, je vous donne un peu ma source, que effectivement, 2 officiers de la DGSE, dont un a été tué, ça c'est sûr, le deuxième est soit blessé, soit mort, qui sont en possession des Russes. Hein, les Russes les ont capturés. Et donc aujourd'hui, Poutine, si vous voulez, a quand même un levier sur Macron, parce que les familles voudront quand même récupérer les corps. Vous voyez, donc c'est pas des soldats comme les autres. Et d'autant plus, si vous voulez, qu'il était instructeur du côté des soldats nazis d'Azov. Déjà rien que ça, c'est absolument pas normal. Une des dernières questions, Pierre, les civils au milieu de ça. J'ai pas compris votre question. Les civils au milieu de ce conflit. Attendez, parce que ça a coupé en plein milieu de votre phrase.
Ouais, non, je posais la question, Pierre, les civils au milieu de ce conflit, qui sont victimes. Les victimes sont des civils souvent. Bah, comme dans toute guerre, hein, vous savez, les civils et les animaux domestiques et les animaux de ferme sont des victimes, c'est absolument incroyable. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez, je veux dire, c'est encore les humains, on va dire, peuvent trouver refuge, vous voyez, d'un côté ou de l'autre, avec la Croix-Rouge, les machins, les trucs, mais les animaux domestiques abandonnés, c'est un drame, c'est un véritable drame, bien sûr. C'est une catastrophe, une guerre est une catastrophe. Voilà. Et je maudis les Américains, je maudis cette plutocratie américaine menée par Joe Biden et toute la clique de Washington qui a déclenché la guerre juste pour préserver les petits intérêts de M. Hunter Biden, hein, cette espèce de pédophile dont on a les photos en plus avec des gamines de 9 ans. Hein, ils ont tout fait pour empêcher que le contenu de son ordinateur soit rendu public, mais malheureusement pour lui, ça va être rendu public dans les prochains jours. Moi, j'ai eu l'occasion de voir une partie du contenu de son ordinateur. Ben, je peux vous dire que je suis absolument estomaqué de voir le fils du président des États-Unis coucher avec une gamine de 8 ans. Mais c'est monstrueux. Ce sont des criminels. Entendez-moi bien, ce sont des criminels. Voilà. Des mots durs, mais des réalités. C'est la triste réalité. Voilà, c'est vraiment la triste réalité, c'est clair. Donc maintenant, vous comprenez mieux la guerre en Ukraine. Dernière question, effectivement, d'Olivier, ensuite Pascal, et on se quittera, mais on est appelé à faire d'autres émissions, d'autres commentaires, et puis rappeler effectivement l'ouvrage que tu as écrit il y a quelque temps, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Vous voyez que c'est plus que jamais d'actualité. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Hein. Comment on a pris le pouvoir grâce aux banquiers? Grâce à la planche à billets. Dernière question, Olivier, puis ensuite Pascal. Olivier. Disons que moi, question, pas vraiment de question, si ce n'est que je pense que tout a été dit dans cette émission. Très très mal. Gianni, il faut que vous me répétiez ta question parce que j'entends loin, mal. Oui, je disais, Pierre, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je disais que tout a été dit dans cette émission. Non, mais la qualité est vraiment trop médiocre. Non, j'entends pas tout. Oui, je disais que tout a été dit en fait dans cette émission et que voilà, je n'ai rien de plus à ajouter puisque votre témoignage, Pierre Jovanovic, est très complet. Je vous en remercie et puis je vais laisser, je pense, la dernière question à Pascal Husson. Moi, c'est même pas une question, c'est surtout une constatation dans ce que vous avez dit par rapport à la presse américaine. Et c'est vrai, quand on a vu les images récemment où on disait que l'armée russe avait fait ci et ça en Ukraine, alors que tout ça, c'est que du montage sur beaucoup de choses. Et, alors, justement, ça tombe bien que vous en parliez, parce que vous savez que moi j'étais d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tout mon reportage à l'époque, parce que c'est moi qui avais couvert la révolution roumaine en 89. Donc vous l'avez sur quotidien.com. Hein, ça, j'irai voir. Oui. C'est tout en bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie? Rappelez-vous, qu'est-ce qui a été le déclencheur de la chute de Ceausescu? C'était une fausse opération menée par les services français et américains. C'était le Timișoara. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont sorti des cadavres. De gens qui sont morts tout à fait normalement. Ils les ont posés au milieu de la place d'un village en disant ils ont été tués par Ceausescu. Voilà. Alors Ceausescu, c'était une belle ordure, hein, je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Il n'y a même pas de discussion. Mais cette opération, si vous voulez, les photos ont fait le tour du monde. C'est ça que c'est parce que c'est une opération. Ce qui se passe encore là, hein, ils font sortir des photos. La même chose a été faite à Srebrenica pendant la guerre de Yougoslavie. Et la même chose est faite aujourd'hui à Butcher. Et remarquez le choix de la ville. Butcher, ça fait boucherie. Hein, et ça fonctionne aussi bien en français qu'en anglais. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde les images qu'on a vues, certaines images qui ont été faites par satellite, et la même image que les Américains ont diffusée 5 minutes après, on voit vraiment qu'il y a un massacre, alors que 5 minutes avant, il ne se passait rien. Donc on voit bien cette manipulation. Leurs images satellites,
Alors là, c'est d'une facilité déconcertante. Hein. Voilà, voilà. Franchement, c'est les Américains qui leur fournissent les images satellites aux Ukrainiens. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Exactement. C'est pour ça que je... Vous donnez une image satellite, je vous pose des chars dessus, et puis dans 3 jours, je vais le balancer sur Twitter ou Facebook. Regardez ce qu'ils ont fait les Russes, ils étaient bien là. Hein. Voilà. C'était le but de ma remarque, que ces images-là, c'est pareil, n'ont fait que envenimer des choses qui n'ont pas eu lieu. Oui, je ne sais plus quel est le journaliste qui me dit que la toute première victime de guerre, c'est la vérité. Là, on y est. Hein, exactement. Oui. Eh bien, un grand merci Pascal, un grand merci Olivier. Et puis moi, je rappellerai que, et Pierre va le confirmer, hein, que la liberté de la presse est une liberté fondamentale inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, merci. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les banquiers ont commencé à racheter toute la presse, hein, à partir du moment où Wall Street a volé dans les airs, en 2008. N'oubliez pas, aujourd'hui, si vous voulez, les 3/4 de la presse régionale française, hein, y compris dans votre région, appartiennent soit au Crédit Agricole, soit au CIC. Hein. Donc voilà, hein, c'est les banquiers qui décident de qui va être élu dans votre région. Merci Pierre, non seulement grand journaliste, grand reporter, mais précisons-le, directeur aussi littéraire de la société édition Jardin des Livres, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années. Et merci à toute l'équipe, effectivement, attachée de presse notamment Marie au niveau de la société édition des livres, Jardin des livres. Merci Pierre. Si un petit rappel sur les différents ouvrages, mais ça on peut consulter sur le site internet du Jardin des livres. Mais il y a vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'affaire Khashoggi? Vous savez, ce journaliste qui avait été découpé en France dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Vous vous souvenez de ça? Il y a très peu de temps, on en a parlé, effectivement. Oui, il y a peut-être un an et demi à peu près. Figurez-vous, si vous voulez, que le prince Mohamed Ben Salman a filé quelques milliards à Erdogan. Moi, je pense que ça doit être une dizaine de milliards. Histoire de protéger sa monnaie contre les attaques américaines. Et du coup, qu'a fait Erdogan? Je vous le donne dans le mille. C'est tombé la semaine dernière. Il a dépaysé, écoutez-moi bien, il a dépaysé le procès de ceux qui ont tué Khashoggi, c'est-à-dire des militaires saoudiens. Et devinez où va se tenir le procès? En Arabie Saoudite. Et voilà. Eh bien, merci encore de cette information toute récente. Merci Pierre. Si, moi, un rappel sur un ouvrage qui a fait le tour de la planète et qui a été écrit par toi-même, c'est Enquête sur l'existence des anges gardiens. C'est qui a été traduit en je ne sais pas combien de langues, dans de nombreuses langues. Ouais. Donc c'est un livre à lire aussi là, pour les auditeurs, les internautes qui nous écoutent. Pour le coup, là, c'est le livre que je recommande à vos auditeurs et auditrices. C'est la vengeance de la planche à billets. Parce que ce livre va leur permettre de sauver leur épargne. Voilà. Et ça va leur montrer de ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Eh bien, encore un grand merci, Pierre, et nous demeurons à ta disposition pour continuer de commenter tous ces ouvrages, et notamment l'actualité brûlante. Merci, Pierre Jovanovic, merci à Pascal, merci à Olivier, et merci à Jean-Pierre pour la réalisation technique. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Bonne journée à vous, et merci pour les explications.